Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du lundi 25 septembre. Il est 16h40 et les indices débutent la semaine de façon assez lourde comme on l'avait pressenti les jours derniers. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. On a entamé une semaine donc chargée côté macroéconomique, on va commencer par ça, avec pas mal de rendez-vous à suivre dès demain, et en plus qui vont monter en gradation au fur et à mesure de la semaine, avec dès demain, mardi, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board aux États-Unis, et puis mercredi, les commandes de biens durables. On aura jeudi le PIB américain, ça va être évidemment un marqueur important pour la santé économique des États-Unis, et puis on note qu'on aura un discours de Jerome Powell aussi jeudi, qui donnera peut-être des éléments concernant l'évolution de la politique monétaire américaine qui semble être moins accommodante que prévu. On rappelle que Jerome Powell avait annoncé qu'il se gardait la possibilité de monter encore une fois ses taux, contrairement à ce qu'avait envisagé la majeure partie du consensus. On va avoir deux publications microéconomiques importantes à surveiller quand même cette semaine. Il y aura Costco et Nike, Costco mardi et Nike jeudi. Et puis on terminera la semaine macroéconomique avec un point d'orgue, c'est l'indice PCE. Il y aura l'indice des prix à la consommation en Europe vendredi, et puis l'indice PCE des prix à la consommation des ménages aux États-Unis vendredi. Ça, c'est le marqueur de l'inflation que regarde la Fed, donc ça va être le gros chiffre de la semaine qui pourrait enfoncer le clou d'une volatilité qui est en train de se tendre. Côté intérêt sur les marchés dérivés, on a un peu de pression baissière, elle n'est pas énorme, de l'ordre de 2-3% quand on regarde le CAC 40 ou l'Eurostoxx. Ce ne sont pas des niveaux de pression baissière qu'on avait connus il y a 1 an et demi de ça, au moment des baisses fortes du mois du printemps, avec des baisses et des augmentations de positions vertes de l'ordre de 5, 10, 15, 20% pour les moments les plus forts. Donc pour l'instant, ça reste assez canalisé. Les vendeurs conservent quand même la main. Même si il n'y a pas de gros renfort de position baissière et que ça date uniquement de la séance de mercredi, pour l'instant, de jeudi, pardon. Donc jeudi et vendredi, renfort de position baissière faible sur le CAC 40, pas de renfort sur l'Eurostoxx, mais on attaque, on va le voir, des niveaux d'alerte de moyen terme, et donc on met les marchés un petit peu en péril de ce côté-là. Le ratio de couverture a augmenté pas mal sur les portefeuilles, c'est aussi ce qui ralentit ce mouvement, on le voit bien. Il y a moins de surprises pour les opérateurs qui étaient un peu liquides, un peu en retrait. Moi, j'y vais toujours un contexte de marché qui consolide de façon technique, sans sell-off, et avec des acheteurs qui ont bien acheté au mois de janvier, février, mars dernier, et qui donc conservent leur position. C'est pour ça qu'on n'a pas de mouvement de baisse avec des volumes forts sur les indices. En revanche, à l'intérieur des indices, on a des structures lourdes sur les valeurs du luxe, on les a largement commentées et évoquées ensemble. On approche d'ailleurs de cycle technique sur des valeurs comme LVMH, et puis ça se dégrade pour des valeurs comme Kering. Donc tout ça pèse, mais on a un indice qui tient relativement bien à ce stade, avec même des titres en hausse. On voit les valeurs défensives, Sanofi, Schneider, Total Energy, Legrand, font partie des valeurs qui réussissent à rester en hausse dans un marché qui perd 1% et dans un début de semaine assez lourd. Donc pas de panique, pas de sell-off, plutôt des rebalancements de portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aille pas plus bas, on va aller le voir graphiquement, on a des cibles baissières qui sont un peu plus basses sur les indices, mais on a des niveaux de support importants, on va voir comment se comporte le marché, et on le rappelle, à l'ampleur des corrections, quand on analyse la force d'un marché. Pour les indices européens, c'est un peu plombé depuis le mois d'avril. Pour les indices américains, ça va être vraiment le moment de déterminer quelle est la force du marché. Globalement, on reste assez constructif dans un marché dont on considère que les opérateurs ont encore des liquidités qui vont pouvoir racheter et qu'ils attendent plutôt les soldes, comme on l'avait évoqué dans nos émissions précédentes. Eh bien, ça semble être le cas. Donc, on va regarder graphiquement comment se positionner, quelles sont les cibles de ces mouvements ou niveau d'invalidation. On va, comme d'habitude, commencer par l'indice S&P 500, que je vous mets à l'écran maintenant. Voilà, vous avez l'indice S&P en journalier ici à l'écran. On va zoomer un petit peu pour mieux voir les bougies. J'ai décalé un niveau de support. Voilà, donc vague de correction A, B, vague C manifestement en cours. Elle va plus bas. Ce gros gap
qui a été ouvert donc jeudi dernier, dans des volumes qui sont un petit peu plus lourds, mais pas extrêmes, hein. Il faut bien noter ça, c'est intéressant. On a pour l'instant cette bougie qui est une petite toupie, bougie d'indécision, mais on a ouvert avec un nouveau gap baissier sur le S&P cette semaine, qui suit le gap de rupture probable précédent, dans la tentative de rebond, hein, qu'on avait entamé à partir du point bas du 18 août. Donc gap de rupture, probable gap de continuation. Alors ça va être vraiment le niveau pivot sur le S&P, de voir si on se réinstalle au-dessus de ce gap, donc au-dessus de cette zone de gap qu'on a comblée. Donc la zone située autour de entre 7316,5 et l'ouverture du jour à je vais y arriver à 7310. Ça, c'est vraiment un niveau charnière. On est en train de s'articuler autour. Si on réussit à s'installer au-dessus de ce niveau-là et surtout au-delà de 4327, on pourrait invalider ce mouvement. Et c'est surtout cette invalidation, cette clôture au-delà qui donnerait ce mouvement-là. Si ça n'est pas le cas, et comme je le pense, on a formé un premier gap de rupture. Le gap de continuation et donc l'ouverture du jour, dupliqué par le bas, nous donne une cible baissière qui est donc, puisque le gap de continuation nous donne la mi-chemin de cette baisse, nous donne une cible située aux alentours de 4204 points. Voilà. Maintenant, il y a des niveaux de support importants intermédiaires. 4299 aux alentours est un point important. Et puis surtout 4273, on rappelle que c'est le niveau à partir duquel on avait construit toute la hausse sous le gap du 22 août, du 17-18 août 2022. Et à partir de ce moment-là, on avait réussi à reconstruire une impulsion haussière. Donc, aller s'installer en dessous, c'est pas terrible, mais pourquoi pas un petit sell-off pour ponctuellement aller toucher cette cible-là. En tout cas, pour l'instant, on voit que ça se passe de façon assez canalisée, même si le mouvement de baisse devient maintenant un petit peu conséquent sur les indices américains. On a perdu plus de 6-7% depuis le début de la consolidation. Ça reste quand même assez canalisé, et encore une fois, sans sell-off majeur. On va regarder le Nasdaq 100, qui a évidemment un peu le même genre de configuration. De la même façon, on avait atteint notre première cible, hein, on l'avait indiqué ensemble jeudi, elle a été bien atteinte, c'est 14 695 dès le soir même, donc un niveau important, niveau bien identifié par les opérateurs. On débute la semaine en dessous, avec aussi un gap baissier maintenant comblé, mais un gap qui pourrait donc de la même façon donner la continuation. Si on duplique le mouvement de baisse et que le gap du jour est bien un gap de continuation, la cible légitime, elle se situe au-dessus du support intermédiaire à 14 311. On rappelle que la sortie du triangle symétrique qu'on avait identifié sur le Nasdaq, hein, qui est ici, je dézoome un peu, c'est l'amplitude du triangle dupliqué par le bas. Donc on avait une première cible un peu conservatrice, moins violente, qui avait été donnée, donc 14 695, on est allé chercher la cible. Et le deuxième mouvement, c'est la taille du triangle elle-même. Et donc dans ce cas-là, on aurait des risques de baisse plus marqués, avec donc à la rupture une cible située aux alentours de 14 060, qui est un niveau de support important. Donc on a ce gros niveau de support intermédiaire, majeur, pardon, 14 550, qui pourrait freiner l'amplitude de la baisse. Et tant qu'on est sous 14 695, le mouvement reste baissier en intraday. Il faudrait vraiment refranchir 14 814 et puis aller combler ce gros gap de jeudi dernier pour réactiver une dynamique haussière. On en est loin. Donc, tant qu'on est sous ce niveau-là de 14 814, pour moi, le risque de réplique baissière, il est important, avec toujours 14 695 pivot, 14 550 qui est vraiment le support majeur. Et si on rompt ce niveau-là, il est clé, hein, parce que c'est celui au-delà duquel on s'est installé, celui jusqu'auquel on a été formé la consolidation du mois d'août. Et donc, de le rompre indiquerait un petit mouvement de panique, un petit sell-off, mais qui serait peut-être salutaire dans des marchés qui n'arrivent pas à trouver en Europe, en tout cas, de tendance. Alors, on va observer aussi notre indice de volatilité qui se comporte de façon extrêmement technique lui aussi. Je regardais on va se positionner peut-être en hebdomadaire. Non, on va se positionner en journalier. C'est l'indice du VIX, donc l'indice de la volatilité sur l'indice S&P 500 que vous avez à l'écran.
pardon, j'ai fait une modification sans le vouloir. Voilà, il l'a reprise. Voilà, on rappelle que nos gradations dans le niveau du stress, c'est complaisance. Bon, on en est sorti dès vendredi avec un gap haussier sur le VIX, donc baissier sur les indices. On est repassé en zone d'optimisme, et regardez les niveaux qu'on suit ensemble depuis longtemps, hein, 18,36, avec un plus à 18,42 sur la volatilité. Donc on est bien en zone d'optimisme pour les opérateurs, on n'est plus en complaisance, donc les opérateurs sont un peu plus prudents, ils se couvrent un peu, et pour l'instant, il n'y a pas de panique, on ne retourne même pas en zone de vigilance au-delà de 18,36, on est toujours dans le haut de la borne de la zone d'optimisme, donc avec une volatilité qui commence à se tendre. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est cette structure avec une épaule, tête et pourquoi pas épaule inversée, avec une ligne de coup qui est située aux alentours de 17,95. Si on duplique ce mouvement par le haut, on a des cibles qui se trouveraient autour de 24,64, donc en zone d'alerte. Donc on n'est pas à l'abri d'un sell-off, avec, on le rappelle, hein, ce gap qui reste incomblé sur l'indice de volatilité. Or, sur l'indice de volatilité, les gaps sont toujours comblés, c'est le seul actif sur lequel ce soit le cas. Donc, pour l'instant, on est entre deux eaux. Est-ce que le mouvement de consolidation a suffi et est-ce que le marché va eh bien, se détendre un peu et aller consolider et combler ce gap, ou est-ce qu'on est proche de déclencher une alerte? En tout cas, le débordement en clôture ou même franchement de 18,36 sera le signal d'alerte pour un mouvement de baisse plus marqué. Si en revanche sur l'indice de volatilité on se réinstalle sous les 17,20, on a de bonnes chances d'aller rebaisser en bas de la zone d'optimisme et rechercher 15,40. Donc c'est un indicateur contrariant mais qui peut nous donner des repères intéressants. Ce qui est un peu négatif, on va dire, sur le marché, c'est que bien l'indice Eurostoxx a rompu la zone de congestion au sein de laquelle il évoluait, et le trading range qu'on avait tous bien identifié maintenant depuis plusieurs mois, hein, depuis avril aussi, situé au-delà de 4198, 4175. On entame la semaine, pardon, j'ai pas décalé les flèches, dessus, en dessous, on a tenté un rebond ce matin, et puis tout de suite invalidation, et on part à la baisse. Alors j'ai trouvé cette oblique baissière, j'aime pas les obliques franchement, mais le marché l'a identifié manifestement, parce qu'une oblique de long terme, et pour l'instant il la préserve, il n'y a pas encore une fois ce sell-off, ce mouvement de baisse très marqué, dans lequel il y aurait une forme de capitulation, ça reste très canalisé pour l'instant. Les opérateurs conservent leur position. On rappelle que les points d'entrée peuvent être bien intéressants sur pas mal d'indices pour les opérateurs qui avaient eh bien, pu prendre des positions au mois d'octobre 2022, bien plus bas, aux alentours de 3343. Donc on a encore des prix de revient qui sont intéressants, des opérateurs qui n'ont pas vraiment de raison de paniquer. Reste que le message en ce début de semaine est un peu lourd, et que la clôture, donc on va zoomer en journalier, sous cette zone 4175, 4198 et sur une ou deux clôtures, indiquerait très probablement que le marché va continuer à baisser, et c'est le scénario le plus probable dans le contexte actuel, et vu les enjeux et la configuration technique, d'autant plus qu'on avait identifié, souvenez-vous, cette structure en triangle inversé, qui est jamais un très bon signe en haut de marché, un peu signe de désorientation des opérateurs. En plus, elle est relativement grosse, donc on reste assez vigilant et prudent dans un marché qui bien donne des signes de faiblesse importants. Donc pour l'instant, pas de panique, pas de sell-off. Moi, je considère encore qu'on a cette possibilité de capituler un peu et d'aller chercher encore une baisse complémentaire sur l'indice Eurostoxx de l'ordre de 4%, ce qui n'est pas dramatique, pour retrouver au niveau de 3974, un peu au-delà. La cible idéale, ce serait 3987. Des points d'entrée pour des opérateurs qui ont justement du cash, des liquidités, qui sont restés à l'abri depuis plusieurs semaines, qui n'ont pas pris de risque sur ce marché et qui sont plutôt avec des alternatives monétaires ou obligataires qui leur permettent de garder de la poudre au sec. Et on sait que les gérants ont des liquidités. Ça, c'est intéressant, hein, ils le déclarent. Et puis, on l'a vu dans le contre-pied qui s'était formé entre octobre et février-mars dernier, des liquidités qui n'ont probablement pas été en totalité employées. D'autant plus qu'après une longue période d'attente comme celle qu'on vient de connaître d'avril à septembre, eh bien, les stocks de liquidités se reconstituent aussi. Et donc, on a probablement des amortisseurs de ce côté-là aussi. Donc, pas vraiment de panique, mais un petit sell-off possible qui permettrait d'aller retrouver des points d'entrée intéressants sur les différentes valeurs. Si on va regarder notre futur CAC 40 en 14 heures, eh bien lui aussi, il est sorti par le bas de son trading range. La zone 7167, 7553 est rompue pour l'instant a priori en clôture, hein, il est 16h54,
il y a de bonnes chances que ce soit validé. Par le bas, le mouvement de baisse est donc un peu marqué, effectivement. Le premier support important, c'était 7124, intermédiaire, pardon, c'était 7124, et encore, on aurait pu le remonter un petit peu, il a été a priori rompu. Même les mèches basses qu'on avait formées donc au moment du mois de juillet ont été enfoncées, pour l'instant en tout cas, le marché n'est pas clôturé, mais donc on repasse sous des prix qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mars maintenant, hein, sur le futur CAC 40. Donc c'est assez lourd. On a en revanche cette zone de congestion importante, et on voit qu'elle mène cette zone jusqu'à la zone 6755-6822, donc qui est notre cible légitime. Maintenant, comme il y a des liquidités, comme il n'y a pas beaucoup de pression baissière, on va surveiller le comportement des prix aux alentours de 7074. Nous, on a choisi de prendre une option de vente, hein, un achat de put pour protéger notre portefeuille. On prendra probablement une partie de notre bénéfice à ce niveau-là, dans l'idée que le sell-off peut continuer derrière, mais que rien n'est sûr dans un marché qui forme beaucoup de contre-pieds. Si on veut aller regarder quelques valeurs maintenant, j'ai donné comme exemple Airbus, qui, si on la regarde en journalier, j'ai fait un graphique très simplifié ici, on n'en voudrait pas, mais c'est un peu la course aujourd'hui. On a Airbus qui eh bien, a formé un probable double top, point haut en juillet, deuxième point haut pardon, au mois de septembre. Et donc elle évoluait entre 125,26 et 136,24. Elle a retouché ce support, elle a buté contre la borne haute et ouvert bien, vendredi avec un gap baissier, et le mouvement de baisse, alors que ça faisait partie des valeurs fortes du moment, se confirme. Alors le mouvement de baisse, il est donné par la duplication du trading range par le bas, hein. On duplique le range par le bas pour obtenir des cibles. Or, il se trouve que les cibles correspondent bien à des niveaux de support majeurs. Si on dézoome sur Airbus, j'ai trop dézoomé, on va le faire en journalier. On voit que ce niveau de 114,26 est un niveau clé pour Airbus qui a évolué en dessous de juillet 2021 jusqu'à février 2023, avant de réussir à le déborder franchement, à reprendre appui dessus et à aller former sa dernière accélération aussi. Donc c'est la consolidation légitime du titre. Bien sûr, si on repassait au-dessus de ce gap, on invaliderait le mouvement de baisse et on aurait des possibilités de réaccélérer à la hausse. Il y a aussi, on peut le dire, sur Airbus, des niveaux de support intermédiaires situés notamment à 119,32 qui seront, et un tout petit peu en deçà, à surveiller. Si on regarde nos benchmarks du moment, elle nous a beaucoup servi, LVMH, peut servir de guide dans ce marché. Eh bien, on voit qu'elle n'a pas tenu ce support de 725,20, niveau sur lequel il y a eu des petits intérêts acheteurs, effectivement, même des rebonds assez marqués, 6-7%. Mais elle évolue toujours au sein de son canal baissier, elle n'arrive plus à aller chercher la borne haute, et puis là il y a un petit sell-off sur le luxe aujourd'hui, lié aux annonces autour de Kering notamment, et puis à la hausse des taux aux États-Unis et au contexte en Chine. Donc la cible légitime, on l'avait donnée, c'était 705, 705,20. On a formé un plus bas aujourd'hui autour de 709, à 709 précisément. Donc, un titre qui continue à baisser, qui ne donne pas de signaux de retournement. La zone cible, c'est donc 697,50, 705, zone cible pour une stratégie baissière. Pour racheter le titre, on attendra d'avoir une figure de retournement haussière, quelque chose qui nous indique, ou alors de faire des trades très spéculatifs sur support avec des stops très courts. Pourquoi pas, mais on voit bien que les investisseurs changent de valeur et que le luxe n'a plus le vent en poupe du tout. On peut aller jeter un œil du côté de Saint-Gobain aussi. On avait donné cette structure en épaule, tête, épaule, qui serait invalidée donc au débordement de la ligne de coup au-delà de 58,45, 57,72, 58,45 étant la zone d'invalidation. On voit que Saint-Gobain, de la même façon, continue à consolider avec une cible située aux alentours de 55,88. Ça fait un mouvement de baisse complémentaire de l'ordre de 5%, ça correspond au benchmark moyen des grands indices en Europe. Donc on approche de niveau, la consolidation devrait ou pourrait se poursuivre encore un peu sur les indices européens. Donc voilà, un marché qui est un peu
plombé pour l'instant. Voilà ce qu'on peut retenir de ce début de semaine. Des marchés un peu lourds, un peu de volatilité, un mouvement qui reste quand même technique et canalisé. Il n'y a pas d'alerte majeure dans ce contexte, mais on voit que la prudence qu'on indiquait de mise depuis quelques temps était justifiée et que le marché continue à consolider. Vous avez les niveaux techniques et donc les niveaux d'invalidation sur les différents indices. Et donc, je vous souhaite un excellent début de semaine. On se suit sur les différents réseaux et différents supports pour l'évolution des marchés dans les jours qui viennent. Excellente semaine à toutes et à tous.